L'État joue un grand rôle dans la garantie du bien-être de sa population et l'augmentation de son niveau de vie. Il est même de conception générale que la population se remette à l'État pour la satisfaction de ses besoins. Une marque de confiance et en même temps un défi dont l'État doit avoir conscience de la mesure et la responsabilité de relever. Alors comment relever les défis pour une population aux besoins multiples et complexes dans un pays comme le Congo où tout semble être prioritaire? En principe, l'intervention de l'autorité est guidée par son pouvoir discrétionnaire, pourvu qu'elle justifie un intérêt général. La notion de l'intérêt général étant par elle-même une notion en contour flou. Ainsi, une autorité peut être trop active à construire les toilettes publiques par exemple, alors que ses interventions sont plus attendues dans la construction des routes ou le maintien de la sécurité. La tendance est souvent celle de dissimuler ses responsabilités en affectant des ressources aux besoins secondaires pour lesquels l'initiative privée se prête bien et laisser à l'abandon la mission principale. Qui peut comprendre cela? Nous devons donc avoir le sens de l'essentiel, la capacité de comprendre et de définir nos priorités. Ceci pour dire qu'il y a nécessité d'entreprendre des réformes dans le sens d'orienter ou mieux d'encadrer l'action de l'autorité, principalement autour de 3 axes que nous estimons essentiels à la survie, la croissance et la puissance de tout État. Ces axes fondamentaux sont la sécurité, les finances publiques et les infrastructures de transport. L'avenir du Congo dépend largement des efforts et ressources que nous affectons à la réalisation de ces fondamentaux, c'est-à-dire le maintien de la sécurité, l'assainissement dans le secteur des finances et l'amélioration des infrastructures de transport. Car ce sont les progrès réalisés dans ces secteurs-ci qui créeront un environnement favorable au développement socio-économique. Le maintien de la sécurité est la mission principale de l'État. Pour un État minimal, c'est même son unique mission. C'est d'abord pour des raisons de sécurité que l'État existe. La notion de sécurité et la notion de l'État sont étroitement liées. Intervenir dans le domaine de sécurité n'est donc pas une option pour le gouvernement. C'est plutôt une obligation, car la survie même de l'État en dépend. Si un gouvernement n'arrive plus à garantir l'intégrité du territoire et à maintenir la sécurité de sa population, à quoi sert-il d'autre? L'histoire nous renseigne que les États ont pu se faire, c'est de faire ou subsister, dépendamment de leur capacité à pouvoir se sécuriser. L'État use de tous les moyens à sa disposition pour imposer la paix et la tranquillité. En cas de besoin, il sollicite même le concours des armées étrangères pour parvenir à cette fin. C'est principalement pour cette cause d'ailleurs que l'État prélève l'impôt sur ses citoyens. Il est absurde que nos autorités bénéficient d'autant de ressources et privilèges et qu'elles soient incapables de sécuriser la population. L'insécurité paralyse aussi la prospérité économique et constitue un obstacle incontestable à tout développement économique et social. Qu'elle soit agricole, minérale ou énergétique, une production économique ne saurait intervenir que dans une société stable et apaisée. Sans garantie d'un minimum de sécurité matérielle et personnelle, aucune société ne saurait ni se construire, ni donner confiance aux opérateurs économiques pour des investissements sérieux. Il est alors de première utilité que la disponibilité des services publics de sécurité soit accrue sur l'ensemble du territoire national afin de rendre facile leur accessibilité et en même temps permettre à l'État d'asseoir son autorité.
car continuer à tolérer l'absence de l'État dans certains coins du pays où les structures de base d'une administration opérationnelle font défaut, c'est accepter que la population paye un lourd tribut en termes de l'anarchie et la violence qu'elle doit subir. Et pour répondre aux exigences de proximité, nous souhaitons que chacun de nos territoires et villes soit doté d'un commissariat de police et d'un tribunal de grande instance au minimum, afin que ces services dont la population fait usage régulier aient une incidence positive sur le fonctionnement de la machine étatique. Seule la présence de ces services étatiques constitue déjà un moyen de dissuasion capable de décourager l'anarchie et la violence au sein de la population. Aussi, nos services ne sont pas destinés qu'à répondre. Ils doivent être capables d'anticiper, de prévenir des risques. Les rendre disponibles, c'est plus s'inscrire dans cette logique de prévention. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Si la sécurité a le mérite d'assurer notre survie en tant qu'État, c'est plutôt au travers de nos échanges que nous arriverons à nous développer. C'est dans la chaleur de nos échanges qu'on trouve les opportunités de marché et qu'on parvient à construire notre unité. La circulation est avant tout une question de maîtrise du territoire, la capacité de l'avoir en notre possession et le moyen de le dominer. Qui n'a jamais entendu parler de la vastitude du territoire congolais ou de l'immensité de ses ressources, du sol comme du sous-sol? Ces potentialités, d'où qu'elles se trouvent, ne peuvent nous profiter ou être transformées en véritable richesse que lorsque nous en avons accès au contact direct. C'est de cette manière qu'on peut s'en approprier réellement. Stanley, en son temps, avait déjà lancé « Sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny ». Un dicton qui démontre que, malgré ses énormes potentialités, sans infrastructure de transport, le Congo ne vaut rien. Cette évidence est d'autant certaine qu'aucun pays au monde n'a pu se développer sans avoir misé sur ses infrastructures de transport d'abord. D'où le célèbre adage qui dit « La route du développement passe par le développement de la route ». Les infrastructures de transport sont pour un État ce que le système circulatoire représente pour le corps humain. Ce sont elles qui portent la vie dans une société. Car au-delà d'assurer le désenclavement de contrées et de faciliter les échanges en permettant la mobilité des personnes et de leurs biens, ces réseaux de transport sont de véritables traits d'union entre la production et la consommation. Elles sont à la fois moteurs de croissance économique, expression de continuité du territoire et facteurs d'unité nationale. Leur imperfection est de loin la cause principale qui entrave le développement de notre pays. Nous pensons gagner le pari de la construction de routes en commençant par privilégier ce qu'on pourrait qualifier des réseaux routiers de base, réseaux autour desquels les autres routes viendront se greffer. Imaginez à trois, ces réseaux concernent principalement le grand réseau central qui s'étend sur les 4 provinces au centre du pays, le Maniema, le Chopo, le Chuapa et le Sankuru. Puis, le réseau complémentaire de Olomami et de Kwilu. Le grand réseau central est traversé par le route nationale numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 7, numéro 8, numéro 31 et numéro 42.
Par faire ce réseau, en construisant toutes les routes nationales qui les renferment et certaines routes provinciales primaires, présentera l'avantage déjà de relier l'Est à l'Ouest, le Nord au Sud, et facilitera la circulation et les échanges de populations dans une grande partie du pays, impliquant directement 17 provinces, soit les 4 provinces constituant le réseau même et 13 autres provinces qui sont au contact immédiat de celui-ci. Il s'agit de Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Haut-Uele, Bas-Uele, Mongala, Équateur, Mai-Ndombe, Kasai, Kasai central, Kasai oriental, Lomami et Tanganyika. Le réseau de Kwilu, couvrant les routes nationales numéro 1, numéro 9, numéro 17 et numéro 20, et celui de Olomami, couvrant les routes nationales numéro 1 et numéro 33, devront permettre respectivement de relier les provinces excentrées de l'ex-Katanga et l'ex-province de Léopoldville au reste du pays. L'idée centrale est de créer des réseaux au centre du pays qui favoriseront à leur tour la connectivité de toutes les provinces en périphérie. Ainsi, après avoir réalisé ces réseaux de base et assuré la connexion entre eux, les routes en périphérie, qui sont internationales pour la plupart, seront construites pour relier ces 10 réseaux de base à nos frontières, nos aéroports internationaux et nos ports, qui sont les portes d'entrée et de sortie du pays. Alors, les efforts doivent être fournis dans cette direction par l'État congolais et tous les partenaires qui voudront nous aider dans la réussite de ce pari. Car continuer à investir dans la construction isolée des routes en périphérie ne permettra jamais de réaliser le rêve de relier le Congo entier par la route. Les chemins de fer, par contre, conçus pour compléter le système hydrographique du Congo, permettent de relier le fleuve Congo à nos frontières par 3 lignes principales. La ligne du Katanga-Kasai-Banguela relie le fleuve Congo par son affluent Kasai aux frontières de la Zambie et de l'Angola. Puis la ligne Kindu-Kabalo-Kalemi qui relie le fleuve au lac Tanganyika. Et enfin, le chemin de fer de Zouélé au nord pour relier le fleuve au lac Mobutu. Une jonction Kabalo-Kamina relie la ligne Katanga-Kasai-Banguela à la ligne Kindu-Kabalo-Kalemi pour n'en former qu'un seul réseau ferroviaire, d'ailleurs le plus important du pays, s'étendant sur la région du Katanga, la région du Kasai et le Maniema. Les chemins de fer sont aussi incorporés pour suppléer à la voie d'eau là où elle est interrompue par des chutes et des rapides. C'est le cas de la ligne Matadi-Kinshasa qui permet de contourner les cataractes du mont Bangu et la ligne Kisangani-Ubundu contournant les chutes Boyoma sur le fleuve Congo. Ce complexe fluvio-ferroviaire, dont la circulation est déjà facilitée par le système hydrographique du Congo, nécessite maintenant l'intervention de l'État dans le sens de réhabiliter ou encore de créer pour chaque ligne de chemin de fer existante d'autres lignes en parallèle afin d'assurer la fluidité de la circulation. Ainsi, les routes et les voies ferrées, qui devraient en principe constituer la colonne vertébrale du système de transport sur le plan national, se trouvent aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé.
et ne permettent pas aux citoyens de se déplacer convenablement. Leur réhabilitation devient aujourd'hui une priorité incontestable si l'on veut faciliter la mobilité en interne et booster l'économie du pays. Pour l'économie agricole en particulier, construire une unité production-consommation autour de nos routes et rails est un véritable atout. Ceci pour dire en clair que nous devons promouvoir l'exploitation de l'agriculture, de l'élevage et de l'agro-industrie le long des routes et rails qui entrent et sortent de nos villes afin de permettre une évacuation facile des produits jusqu'au marché et améliorer l'accès des agriculteurs aux facteurs de production et intrants agricoles. Ce n'est que de cette façon que le tandem agriculture-transport reprendra sa place de véritable moteur de développement. Les infrastructures de transport facilitent aussi la distribution de l'énergie en servant de trajet pour le transport électrique. En même temps, elles favorisent le développement de toutes les autres infrastructures de réseau. Étant donné l'impossibilité de déplacer les gisements à notre gré, la stratégie pour l'exploitation minérale consistera à ramener les infrastructures de transport jusqu'à nos mines et carrières afin de faciliter l'évacuation des produits. L'État doit alors s'activer à améliorer nos routes et nos chemins de fer pour le maintien d'une croissance économique soutenue. Le succès du transport aérien repose en grande partie sur nos efforts à moderniser et optimiser la capacité de nos 5 aéroports internationaux, à savoir aéroport de Kinshasa, aéroport de Lubumbashi, aéroport de Mbuji-Mayi, aéroport de Goma et aéroport de Kisangani. Cette avancée permettra d'attirer les investissements étrangers dans l'aviation et aussi d'améliorer notre compétitivité sur le marché international. Enfin, pour maintenir un niveau de sécurité et d'infrastructures de communication appréciable, qui constitue un gage pour la réussite des activités économiques, l'État congolais aura besoin de ressources financières pour y parvenir. Les activités économiques elles-mêmes, qui sont essentiellement de production, nécessitent l'allocation d'importantes ressources financières pour leur réalisation. En plus, il est du devoir de l'État, à travers sa politique sociale, d'accorder à tous les citoyens l'égalité des chances et d'accès aux services publics, indépendamment de leurs différences. Si certaines discriminations et inégalités sont corrigées par des textes de loi en accordant de droits et privilèges spéciaux aux personnes défavorisées, d'autres par contre nécessitent de véritables prestations, comme construire des hôpitaux, des écoles ou des logements. En l'absence de ressources, quelles que soient les politiques mises en place, elles ne resteront que lettres mortes. L'État doit être capable, par son administration fiscale, de mobiliser les recettes pour supporter les investissements publics. Assurer les finances publiques est donc un besoin fondamental et une occupation permanente pour tout État. L'intervention du chef de l'État est plus que jamais exigée pour la réalisation et le maintien de ces fondamentaux. Car il est non seulement celui qui emporte la légitimité de l'action, mais aussi celui qui en représente mieux l'intérêt. Étant symbole de l'unité nationale et garant constitutionnel de l'intégrité du territoire et de la souveraineté nationale, c'est à lui qu'on réclame en premier le bien-être social, mission qu'il doit remplir
au travers l'exercice des fonctions régaliennes. Nous avons spécialement voulu rattacher aux traditionnelles fonctions régaliennes le secteur des infrastructures de transport à caractère national, au regard de leur impact sur l'unité et le développement d'un pays. Ceci pour dire que, si au sens strict, les fonctions régaliennes renferment la police, la justice et la défense nationale, ou qu'on leur donne un sens plus ou moins étendu en y ajoutant la diplomatie et les finances publiques, aujourd'hui cependant, les États en font des extensions différentes en fonction des systèmes politiques et des activités qu'ils veulent promouvoir particulièrement. Notre souhait est de redonner aux fonctions régaliennes leur première acception, celle faisant du président de la République les titulaires incontestés de ces fonctions, tout en limitant aussi ses interventions aux fonctions régaliennes uniquement. Sa collaboration avec le gouvernement ne devra s'inscrire que dans le cadre de préserver son irresponsabilité devant le Parlement. Il est aussi évident que toutes les fonctions de l'État ne doivent pas être abandonnées à l'initiative d'une seule personne, qui trop embrasse mal étreint, dit-on. L'État arrive à jouer correctement son rôle que lorsque ses fonctions dans leur diversité se trouvent réparties entre plusieurs acteurs. Ainsi, les activités économiques et sociales, autres composantes des fonctions de l'État, nous les souhaitons à charge du gouvernement central et des gouvernements provinciaux. Le rôle du chef de l'État dans ce domaine ne peut être que passif ou en termes d'appui. Une telle répartition des compétences entre le chef de l'État, le gouvernement central et les collectivités décentralisées présente l'avantage de bien canaliser la vision et favorise également la pleine participation de chacun de ces acteurs à l'efficacité globale. Alors, à l'exemple de la magistrature, de l'armée et de la police, l'administration des finances publiques et la gestion des infrastructures de transport devraient être chapeautées respectivement par un Conseil supérieur des finances et un Conseil supérieur des infrastructures, organe chargé d'assister le chef de l'État dans l'élaboration et le suivi des politiques générales, dans la direction et la coordination des services, ainsi que dans la gestion des carrières et le développement des capacités des agents relevant de ces différents secteurs. Retenons en définitive que améliorer les secteurs de sécurité, des finances et des infrastructures de transport est un impératif pour consolider la société, restaurer l'autorité de l'État et promouvoir une croissance économique durable. C'est essentiellement grâce aux progrès réalisés dans ces secteurs fondamentaux qu'on arrive à mieux répondre aux besoins actuels de la population et à entrer dans la dynamique du développement futur du pays. Si aucun effort n'est fourni dans ce sens actuellement, le développement du Congo doit alors être mis en doute. Pour espérer que les choses changent, nous devons être exigeants vis-à-vis de nous-mêmes. Notre avenir en tant qu'État se trouve entre nos mains. Merci.